Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. Le climat social tendu à la SDE, les travailleurs ont entamé ce lundi le port du brassard rouge. Ils déplorent le mutisme de l'État par rapport à l'obtention des 15% dans le capital de Suez, la future société. Les populations de Keur-Ngaïlo et environ déterminées à poursuivre le combat pour la communalisation de leurs 5 villages. Elles veulent être détachées de Bambilor. Santé, près de 200 cas de cancer du col de l'utérus dépistés à Koungheul dans la région de Kaffrine. Les autorités municipales annoncent l'objectif 0 cas de mortalité maternelle à l'horizon 2022. Direction Touba avec pour le journal du Magal de Touba avec Sorna Natambay qui est déjà en place. Nata, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane Diao et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média. Là, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui nous attend? Oui, cher Tidiane, au menu ce soir, il y aura l'approvisionnement correct en eau dans la cité religieuse. On a remarqué que c'est un problème récurrent qui revient chaque année et cela malgré les assurances des services en charge de la fourniture. À côté, il y a l'assainissement, il y a le réseau d'assainissement. On ne parle jamais de l'un sans l'autre. D'ailleurs, il a beaucoup plu aujourd'hui à Touba et il y a beaucoup de quartiers qui sont sous les eaux. Nous avons réalisé un reportage dans le quartier de Gouiminde. Vous le verrez un peu plus tard. Il y aura également ce soir, cher Tidiane Diao, des sujets consacrés à l'université Cheikh Ahmadou Bamba et les préparatifs du Grand Magal de Touba dans des domiciles. Ce sera bien après votre journal, cher. Merci à vous, Sorna Natambay. On vous retrouve dans moins une demi-heure. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat des travailleurs de la SDE exige 15% du capital de Suez. Eliman Diouf, secrétaire général du dit syndicat, soutient que leur combat n'a rien à voir avec la décision de la Cour suprême. Aujourd'hui, les travailleurs de la SDE ne souhaitent qu'une chose, la concrétisation des accords signés depuis 2017 avec le gouvernement du Sénégal. Pour le moment, c'est juste son préavis de grève que le syndicat a déposé pour montrer son mécontentement. Même si rien n'est fait, il n'écarte pas d'observer une grève. Eliman Diouf, le secrétaire général du syndicat des travailleurs, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatima Touré et Lamine Mandian. Les travailleurs réclament plus que les 5% que vous les avez alloués dans la future société. Et nous avions donc dans ce mémorandum des points qui étaient importants pour nous et c'est à cause de ça qu'on avait déjà en janvier 2018 déposé un préavis et à partir du préavis, nous avons même fait une grève de 48 heures de zèle qui avait abouti à la signature d'un protocole d'accord le 1er mai 2018. Qu'est-ce que disait ce protocole d'accord? Il disait que, ok, les travailleurs de la SD souhaitent avoir 15% dans le capital de la nouvelle société. Le gouvernement a dit, nous n'avons pas la possibilité de changer les règles du jeu durant l'appel d'offres. Mais la répartition du capital n'étant pas figée, après adjudication définitive de la société, nous allons rediscuter avec vous sur le pourcentage des parts de capital des travailleurs. Si nous n'avons pas gain de cause maintenant, par rapport à la situation, nous allons aller vers la grève totale. La grève totale, elle peut déboucher sur manque d'eau, pénurie d'eau, coupure d'eau, etc. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition pour la communalisation de leurs 5 villages. Les habitants de Keur-Ngaïlo et environnants maintiennent leur position pour être détachés de Bambilor et ne pas être rattachés à Sangalkam. Elles déplorent également ces populations, les tentatives de casser leur mouvement du collectif qui les regroupe. Écoutons à ce propos Paul Diaram, chef de village de Cité à Mabagissé, des propos recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba.
Et ce que nous avons constaté avec le comité de pilotage que nous félicitons au passage, hommes et femmes, jeunes, garçons et filles, toutes les populations, nous vous félicitons en tout cas nous les 5 villages qui aujourd'hui avec le comité sont dans ce processus de communalisation de nos 5 villages. Plus de Bambilor, jamais Sangalkam. Je pense que c'est un slogan très clair. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous poursuivons les démarches dans le cadre républicain, dans le cadre citoyen. Véritablement, ce que nous le faisons dans le cadre de la légalité. Et en ce sens, nous avons fait toutes les démarches, nous avons fait nous avons adressé à toutes les autorités des lettres pour qu'il y ait des rencontres. Non pas encore rencontrés, et c'est un paradoxe d'ailleurs. Le ministre qui est chargé des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, nous ne l'avons pas encore rencontré alors que c'est le ministre de notre terroir. Et il sait que le président de la République a une large écoute au niveau de notre... Les autorités municipales de Mbadakhoune veulent sortir la localité des ténèbres du sous-développement. Un plan de développement soutenu par le ministère des collectivités territoriales et la Chambre de commerce a été mis en place. Les explications du maire Jean-Marie Maron, interrogé par Ibrahima Diamé et Faligay. La situation de Mbadakhoune, sur ce plan-là, quand même, est plus ou moins désastreuse. Ça, il faut le dire. Plus ou moins désastreuse. Parce que, au fait, en tout cas, Mbadakhoune village, bien vrai que la commune de Mbadakhoune a des issues à travers certains de ces villages. Par exemple, nous avons des villages qui se trouvent dans des voies nationales, sur des routes nationales. Mais nous avons Mbadakhoune, le chef-lieu de la commune, qui est dans un enclavement vraiment très poussé. On n'a pas de piste même adéquat. Notre rapprochement de Kaolack est mal exploité parce que nous sommes à 7 km de Kaolack, mais pour aller à Kaolack, il faut faire 10, 20, 30 km. Alors que nous avons une piste très rapprochée. Par Medina Bay, nous accédons à Kaolack, mais nous avons malheureusement une piste impraticable. Nous parlons politique à présent avec la rencontre entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade qui va donner des orientations nouvelles au dialogue politique. C'est du moins l'avis du politologue Serigne Saliou Gueye et Mounia Sissé de la société civile. Une reconfiguration qui peut aboutir à un gouvernement d'ouverture et de rassemblement, mais aussi l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall. Un sujet signé Al-Hassan Ba et Lamine Mandian. Une rencontre des enjeux, des perspectives ouvertes dans le champ politique. On a des bouleversements peut-être au niveau de la reconfiguration de la scène politique et en plus aussi la participation éventuellement d'Abdoulaye Wade. D'ailleurs, je crois que c'est déjà acté au dialogue politique. Et en plus aussi, il faudra s'attendre de plus en plus à une déconnexion d'Abdoulaye Wade même au niveau de l'opposition. Parce que le problème qui se pose, aujourd'hui j'ai entendu Doudou Wade dire qu'ils ne sont pas demandeurs d'une amnistie pour Karim Wade et en plus que le PDS reste dans l'opposition. Mais si le PDS reste dans l'opposition, avec quel pied il restera dans l'opposition? Des bouleversements, d'autres orientations dans le dialogue politique. J'ai toujours dit qu'il y a 2 dialogues politiques. Il y a le dialogue politique qui porte sur les règles du jeu électoral, sur le processus électoral. Ce dialogue-là, il est manifeste, il est connu de tous et il est formel. C'est sous l'égide du général Niang. C'est ce dialogue qui peut aboutir à un code électoral consensuel. Mais il y a le dialogue sur les contentieux politiques. Et ce dialogue peut, ou bien même pourrait, aboutir au moins à 3 choses. D'abord, un gouvernement d'ouverture et de rassemblement, ce qu'on appelle le GOR. Deuxième résultat, c'est une amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade. Troisième résultat, c'est le statut du chef de l'opposition. Mais quel que soit l'issue de tout ça, le peuple restera toujours souverain. Le dernier mot reviendra toujours au peuple. Un dialogue dont certaines questions restent encore sans consensus. Le statut de l'opposition et de son chef. Des points qui continuent de diviser. N'oublions pas que si le président Macky Sall agite l'idée d'un statut de l'opposition et d'un statut pour le chef de l'opposition, ce n'est pas par générosité politique, mais c'est surtout par stratégie politique, dans la mesure où cela va encore entraîner des divisions ou bien des frictions au niveau de l'opposition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le sujet a été agité, déjà au niveau de l'opposition, chacun revendique
statut du chef de l'opposition. Le statut du chef de l'opposition fait l'objet de, disons, de querelles entre l'opposition parlementaire et l'opposition issue de l'élection présidentielle. Des faits nouveaux ne sont pas exclus dans le champ politique avec cette nouvelle donne. La prochaine rencontre entre les deux hommes donnera certainement une lecture plus précise sur des perspectives. Une éventuelle alliance entre le PDS et Macky Sall n'est pas à exclure. Selon Serigne Saliou Samb, le politologue estime que ce fait va forcément impacter dans l'opposition. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Lamine Mandian et Alassane Ba. Je crois que déjà les prémices, les bases sont déjà jetées. Donc on peut s'attendre éventuellement à une alliance. Maintenant, comment on va définir cette alliance-là? Dans la mesure où il y a déjà une alliance qui est qui est là. Mais j'ai l'impression que de plus en plus le président Macky Sall a senti que ses alliés ne lui rapportent pas beaucoup électoralement parlant, que ce soit au niveau du Parti Socialiste, que ce soit au niveau de l'AFP. Contrairement peut-être au PDS qui, lors de la dernière législative, bien sûr avec sa coalition, pesait au moins 17%. Donc je crois que ça c'est une force électorale non négligeable. Et je crois que le président Macky Sall aussi essaie de tout faire pour récupérer en tout cas une bonne partie de cet électorat d'Abdoulaye Wade. Et cela ne peut se faire que si on établit bien sûr une alliance entre les deux. Que sera alors l'opposition? Mais c'est là où c'est la grande question qu'il faudra se poser. Maintenant, vous savez, il y a aussi des gens qui sont toujours dans l'opposition et qui sont en train de se battre. Et moi, j'ai dit que au moment où les gens disent que de plus en plus Ousmane Sonko est lésé par rapport au rapprochement entre Wade et Macky, moi j'ai dit que c'est du pain béni par rapport à Ousmane Sonko. Parce qu'en ce moment-là, lui, il fait office pratiquement, j'ai dit médiatiquement, il fait office du chef de l'opposition parce que c'est lui que l'on voit sur tous les fronts par rapport, bien sûr, aux choses qui doivent intéresser l'opposition. Donc ce Ousmane Sonko-là, j'ai dit, il peut réellement capitaliser tous ces gens-là qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques. C'était plutôt Serigne Saliou Gueye. Abdou Karim Gueye, lui, finalement, évacué en Allemagne. Selon ses camarades, Guy Marius Sagna affirme que le collecte a permis d'amasser près de 10 200 000 francs CFA. Il soutient qu'Abdou Karim Gueye a préféré décliner l'aide des autorités. Maguette Souare Diallo, Pape Sangone Mbaye pour plus de détails. 10 200 000 francs CFA, un montant qui a permis d'évacuer Abdou Karim Gueye, Karim Khoumbrar, dans un hôpital privé en Allemagne de ces millions. Aucun centime n'est sorti de la poche des politiques. En réalité, nous avons respecté la volonté de Karim Khoumbrar. C'est lui qui a refusé de prendre certains montants, certaines offres. Parce que même avant d'être malade, Karim Khoumbrar refusait de prendre l'argent de certaines institutions ou structures qu'il considérait comme budgétivores, clientélistes, inutiles. Guy Marius Sagna et ses camarades ont profité de l'état de santé délétère de Karim Khoumbrar pour déplorer l'insuffisance du plateau médical au Sénégal. La maladie d'Abdou Karim Gueye est la maladie d'autres citoyens sénégalais, particulièrement ceux qui sont malades dans l'anonymat, auxquels nous n'avons pas arrêté de penser, auxquels nous continuons à penser, nous interpelle devant un système de santé malade, moribond, agonisant. Nous pensons que ce système de santé qui est là pour soigner les Sénégalais doit être soigné. Pour dénoncer la défaillance du système sanitaire sénégalais, les mouvements France Dégage et Nitu Deug Valeurs vont manifester devant le ministère de la Santé. La honte que constitue l'évacuation de nos autorités, l'évacuation de nos filles et fils dans d'autres pays pour se soigner. La honte que constitue la mort au quotidien de femmes, d'enfants, parce que tout simplement nous n'avons pas suffisamment de sages-femmes, de gynécologues, de pédiatres, etc. C'est pourquoi nous avons annoncé une manifestation devant le ministère de la Santé dans les tout prochains jours pour dire ça suffit, pour dire de Fadoy. L'état de santé critique de Karim Khoumbrar a été rendu public par ses camarades. À cet effet, Guy Marius Sagna soutient que les numéros spéciaux mis à la disposition pour la collecte sont toujours fonctionnels. Nous allons à Kaffrine à présent. Plus de 200 cas de cancer du col de l'utérus décelés sur les 6000 dépistés. Des chiffres fournis lors de la journée de dépistage organisée à Koungheul. Et la mairie envisage 0 cas de mortalité maternelle à l'horizon 2022. Oumar Ndiaye.
En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la mairie de Koungheul a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus. 500 femmes venues des différentes contrées du département ont été consultées. Étant très conscient du dégât, du désastre qu'il cause au niveau de nos vaillantes femmes, nous, en tant qu'autorité au niveau local et territorial, nous devons vraiment prendre toutes les dispositions. C'est la raison pour laquelle nous avons juste appelé l'ensemble des réseaux qui ont mobilisé toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une forte mobilisation. Donc, c'est des réunions et des réunions qui nous ont permis d'arriver à cette grande mobilisation. Entre 2016 et 2018, plus de 100 femmes de la région de Kaffrine ont été détectées positives sur les 6000 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus. Dans la région de Kaffrine, de 2016 à 2018, nous avons dépisté près de 6000 femmes, dont près de 200 ont été effectivement porteuses de lésions précancéreuses et prises en charge. C'est dire donc que ces journées, vraiment, c'est une opportunité, mais également j'en profite pour lancer un appel aux autres maires vraiment de suivre cette démarche. Nous avons, depuis quelques jours, une unité de mammographie disponible au niveau de la région. Le Sénégal a enregistré 1500 nouveaux cas du cancer du sein et 1000 cas de celui du col de l'utérus chaque année, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Mais malheureusement, cette pathologie continue de faire des ravages. La sensibilisation et la prévention restent cependant les meilleurs moyens de lutte contre le fléau. À Tambacounda, la Chambre des métiers sollicite l'ouverture d'un centre régional aux métiers de l'artisanat. Son président Abdoulaye Sarr s'est prononcé en marge d'un atelier de renforcement des capacités des artisans et migrants de retour par le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande. Plus de détails dans cette correspondance signée à Moussa Omar Gueye. L'ouverture à Tambacounda d'un centre de formation au métier de l'artisanat est l'un des objectifs que s'est fixé le président de la Chambre des métiers de Tambacounda. Abdoulaye Sarr considère que le secteur de l'artisanat est une alternative pour faire face à la migration irrégulière. Nous avons un très grand projet, en tout cas une ambition de créer un centre de formation au métier de l'artisanat. GIZ compte équiper les paysans, les agriculteurs en tout cas, en matériel agricole, et la Chambre de métier compte être le prestataire pour la fourniture en tout cas de ce type de matériel. Et en même temps, les autres corps de métier aussi ne seront pas à reste dans ce programme. Rokhaya Faye, la responsable des perspectives et de la communication du programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande GIZ, revient sur l'appui réservé aux artisans et migrants de retour. Nous avons convenu avec la Chambre de métier d'accompagner les groupements qui vont naître parmi les bénéficiaires, de les appuyer pour qu'ils puissent démarrer une activité ou bien renforcer leur activité existante. Le mobilier de bureau déjà confectionné par les bénéficiaires de la formation en menuiserie et tapisserie sera utilisé pour l'équipement des locaux du programme Réussir au Sénégal GIZ de Tamba. Et puis, affaire du Kankourang et du Djambadon à Sidou, le préfet déclare qu'il n'a jamais interdit les activités culturelles, mais juste suspendre l'apparition du Kankourang juste après le procès de la sage-femme et du jeune arrêté à cause de cette affaire. Le procès est prévu ce mercredi. Ibrahim Fall, le préfet de Sédhiou, s'en explique au micro de Bakary Condé. Il n'y a pas une interdiction du Djambadon. Il y a eu un événement malheureux. Et beaucoup de personnes ont été, c'est pas seulement la sage-femme, il y a eu des sorties de Kankourang qui ont donné suite à des agressions sur des personnes, par les Kankourang eux-mêmes. Après une succession d'agressions, donc nous avons jugé utile de suspendre la délivrance des autorisations d'organisation de Kankourang. Et c'est cette suspension provisoire-là mais il y avait un dispositif qui était là, qui permettait aux organisateurs de solliciter une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Maintenant, à la suite des événements malheureux et compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, nous avons jugé utile de suspendre provisoirement toute sortie de Kankourang jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la fin du procès et jusqu'à ce que les choses soient rétablies. Parce qu'il ne s'agit pas d'interdire la pratique d'une tradition, mais il s'agit de l'encadrer.
L'actualité internationale à présent, marquée d'abord par les rassemblements dispersés à Conakry à l'appel de l'opposition et de la société civile contre un troisième mandat du président Alpha Condé. La Tunisie désormais dirigée par le juriste Kais Saïed suite au deuxième tour de la présidentielle et puis les élections générales au Mozambique sous haute tension. Le point avec Daniel Dufoy. Plusieurs tentatives de rassemblement dans la capitale guinéenne Conakry, dispersées ce lundi par les forces de sécurité, en appel de l'opposition et de la société civile contre la réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Un important dispositif sécuritaire déployé ce lundi dans la capitale avec des canons à eau et plusieurs camions de police et de gendarmerie. Des militaires armés de la garde présidentielle pour bloquer l'accès au centre-ville. En banlieue, des échauffourées ont été signalées. Des jeunes qui ont tenté d'installer des barricades mais rapidement délogés à coups de gaz lacrymogène. En Tunisie, le constitutionnaliste Kais Saïed, sorti vainqueur de la présidentielle ce dimanche, avec 72% des suffrages selon la commission électorale. Kais Saïed est arrivé largement devant son adversaire Nabil Karoui, homme d'affaires poursuivi pour fraude fiscale. Le nouveau président tunisien était déjà arrivé en tête, pour rappel, du premier tour en septembre, après une campagne constituée de visites de terrain et de pages animées par ses partisans sur Facebook. Enfin, au Mozambique, 13 millions d'électeurs appelés aux urnes ce mardi pour des élections générales. 2 candidats en lice, le chef de l'État sortant, Philippe Nyusi du Frélimo et son éternel rival, la Renamo. Des élections sous haute tension avec des candidats menacés, du matériel électoral détruit, des rixes entre militants. Pour rappel, le Frélimo, le parti du président sortant, a réalisé le plus mauvais score de son histoire lors des élections locales de l'an dernier. Mais en face, la Renamo souffre d'une division depuis le décès de son leader historique l'année dernière. L'aile militaire du mouvement remet en question la légitimité du nouveau chef, ce qui fait dire aux observateurs que le régime actuel devrait l'emporter. La page des sports que nous démarrons avec la Coupe de l'UFOA remportée par le Sénégal face au Ghana à l'issue de la séance des tirs au but. Les réactions de l'entraîneur du Sénégal, Serigne Saliou Dia, et de maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Dans l'ensemble, je pense que c'est un bon match et c'est une finale. Une finale, c'est un match qui se gagne sur des détails. Il fallait qu'on soit très vigilant par rapport à ces détails. On avait des objectifs et l'un des objectifs, c'était de redorer plus ou moins le blason du foot local. Et je pense que ce tournoi, c'était un moyen pour montrer qu'on a des joueurs talentueux. Et c'est l'occasion aussi de remercier un peu la fédération parce qu'on a fait pas mal de matchs amicaux aussi à l'étranger qui a permis aux gosses de s'aguerrir. Parce que je pense, parce que tout le temps on dit Sénégal, ils vont en finale, ils perdent, on vient en finale, ils perdent encore une fois. Mais c'est mieux d'aller que de ne pas y aller. Et je pense à force d'être là-bas, parce que depuis quelque temps, que ce soit Petite Gare et tout, on est là. Ça montre que le football local est en train de bien travailler. Et je pense que c'est l'occasion encore une fois de remercier tous les présidents du club. Remercier aussi tous les entraîneurs locaux, parce que je pense que ces résultats, ce n'est pas nous. C'est les entraîneurs locaux qui sont en train de se battre dans le club, c'est les présidents du club qui sont en train de faire corps et âme pour payer leurs jours. Je pense que c'est de la satisfaction. Ça a été un tournoi très disputé. On a vu depuis le début les matchs étaient très serrés. Et aujourd'hui, la finale aussi l'a été. Face à une équipe ghanéenne très coriace, et tenante du titre, nos joueurs sont allés jusqu'au bout. On a l'habitude de dire que les pénaltys ne nous réussissent pas. Mais après les Jeux africains, je me rends compte qu'ici aussi on gagne au tir au but. Donc ça veut dire qu'on est en train de progresser sur le plan mental. Et je vois aussi que quelque part, nous avons plus de joueurs compétiteurs et c'est important pour la suite. J'ai l'habitude de dire que pour gagner un trophée, il faut d'abord être en finale. Plus nous jouerons de finale, plus nous aurons des chances de gagner. Et je sais aussi qu'en voyant cette équipe-là, en voyant nos autres équipes, il sera bientôt difficile de nous battre en Afrique. Voilà, les Lions locaux donc champions de l'UFOA, une bonne chose pour le football local, estime Youssouf Bodian, journaliste à la radio Futur Média. Youssouf Bodian donc qui pense que l'enjeu du moment est la qualification pour le prochain CHAN. Alors, je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Alassane Ba. Cette victoire finale du Sénégal à l'UFOA est une suite logique
par rapport à ce que Serigne Saliou Dia a démarré avec cette équipe. Le match contre le Ghana, c'est le 9e match du Sénégal avec Serigne Saliou Dia. Et je pense qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était lors du premier tour des éliminatoires du CHAN au Libéria, au match aller. Ensuite, ils sont qualifiés à Dakar. Et depuis lors, ils ont battu la Guinée. Il y a des matchs derrière contre la Gambie, victoire contre la Côte d'Ivoire. Et puis les 4 matchs, 4 victoires lors de cette compétition. Donc c'est une suite, je pense, logique, mais aussi cohérente. Parce que aussi dans l'effectif, on a tout le temps retrouvé pratiquement les mêmes joueurs parce que c'est difficile d'avoir l'équipe locale parce qu'un joueur peut être transféré à tout moment. Par exemple, au début de l'aventure, il y avait un joueur comme Jean Barthélémy qui était à Génération Foot qui est parti. Donc Serigne Saliou Dia a su avoir des joueurs derrière qui pouvaient à tout moment venir remplacer les joueurs qui sont partis. Donc je pense que c'est une suite logique par rapport à la préparation qu'il y a eu. Il l'a dit hier, depuis 4 mois, il se prépare. Donc je pense qu'il a mérité cette victoire, Serigne Saliou Dia, de gagner une deuxième fois un trophée après les Jeux africains. Donc c'est une belle équipe du Sénégal qui, je pense, a été la meilleure dans ce tournoi. Ça montre qu'il y a de la qualité dans ce championnat-là. Maintenant, souvent, nous, notre problème, il n'y a pas assez de rythme, assez de matchs. Regarde, entre la fin du championnat l'année dernière et cette année, il y a au moins 6-7 mois, il n'y a pas de championnat. Malgré tout, on voit qu'il y a des talents qui sont là. Et le défi maintenant, c'est de se qualifier à nouveau pour le CHAN. Et puis la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie en conclave à Dakar. Elle a procédé à l'ouverture d'une session de concertation sur la labellisation et la mobilité du volontariat en francophonie. La définition d'une stratégie commune sur le volontariat était au programme, compte rendu signé Ahmadou Ba et Cheikh Sadibou Diarra. Pendant 3 jours à Dakar, la Convergence a une session de concertation et d'échange, d'expérience sur la labellisation et la mobilité du volontariat en francophonie. Une occasion d'appeler à la mobilisation en vue des événements sportifs prévus dans les pays francophones. Nous avons les Jeux de la francophonie 2021 prévus à Kinshasa. Nous avons les Jeux olympiques de la jeunesse prévus ici au Sénégal. Nous avons les Jeux olympiques même de 2024. Si vous constatez, tous ces pays qui abritent ces grands événements sont des pays membres de la Confédération, sont des pays francophones. Et nous pensons que les réflexions que nous menons permettent à ces pays d'abord de se mobiliser. Nous avons déjà dit que les Jeux olympiques de la jeunesse du Sénégal, ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Tous les pays francophones considèrent que c'est leur jeu et ils vont participer au succès. Donc en développant, en lançant ces programmes de volontariat, c'est une manière de lancer. Notre contribution peut être à la fois technique, notre contribution peut être une mobilisation. Donc jusqu'en 2022, chaque rencontre qu'on aura avec les ministres, nous allons lancer un appel pour que tous les pays se mobilisent parce qu'il s'agit d'avoir une participation en grand nombre et une participation de qualité. Les stratégies qui vont sortir de la concertation sont très attendues par le Sénégal dans le cadre de sa politique de volontariat. Les conclusions véritablement de cette session sont attendues par le gouvernement du Sénégal pour être intégrées dans le dispositif de promotion du volontariat que le chef de l'État a mis en place. Pour la Confédération, l'objectif est de définir une politique commune. Il y aura bientôt la conférence des ministres des Affaires étrangères de la francophonie qui aura à statuer sur les conclusions parce que notre engagement c'est de transmettre ces réflexions de toutes ces organisations qui ont de l'expérience et qui acceptent de définir des stratégies conjointes. La mobilité de la jeunesse des pays de la francophonie, bientôt réglementée, le socle d'une bonne intégration. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Et n'oubliez pas, après le journal du Magal avec Sornana Tambay. Mais on rend l'antenne à Ram Touré pour la suite.